Bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis en compagnie de 4 belles femmes extraordinaires. Amélie Paul, Lucie Mondeville, Mel Goyer et Ève-Marie Roy. Bonsoir, mesdames. J'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer à parler vous êtes ici en fait pour parler de la manif Mon corps, mon choix qui aura lieu le 5 juin prochain. À quelle heure? À 1h30. À 1h30. Juste dire, tout le monde l'appelle Mon corps, mon choix, mais c'est vraiment la marche des gens qui pensent que ça va trop loin. Désolée. La marche des gens qui pensent que ça va trop loin. All right. Logiquement, ça devrait être tout le monde. Logiquement, mais bon, on a un petit problème à ce niveau-là. Avant de parler de la marche, faisons un petit tour de table. Amélie Paul, pour les gens qui ne te connaissent pas, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais bon, c'est bon jamais. Amélie Paul, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Mon Dieu, quelle excellente question. Avant la psychose sociale qu'on vit depuis un an, je chantais, en fait. Je suis chanteuse et la crise m'a comme amenée à travailler plus sur les réseaux sociaux comme lanceuse d'alerte. Bon, évidemment, ce qu'on fait tous. Et aussi comme naturopathe, les gens ont commencé à venir à moi par rapport à mes études. J'ai vraiment étudié en naturopathie. J'avais mon diplôme, mais moi, j'étais sur une autre planète. Là. Je ne l'utilisais pas. Je l'avais utilisé pour moi personnellement, pour ma santé personnelle. Et puis la vie m'a amenée, si on veut, mon âme m'a amenée à me servir de mon expérience et de mes connaissances pour aider les gens aussi à comment prendre en charge leur santé. Comment se responsabiliser. Alors, c'est ça. C'est pour ça que je trouve spécial ce qu'on vit en ce moment, parce qu'on attend à l'extérieur que quelqu'un nous aide. Hein? Papa, maman, aidez-moi à prendre la responsabilité de ma santé. C'est comme si quelqu'un d'autre pouvait faire quelque chose pour nous. C'est nous-mêmes qui pouvons s'aider et prendre en charge notre santé. Exactement. Mais tes vidéos ont tellement été un vent de fraîcheur. Moi, je me rappelle, j'étais encore en Chine la première fois que j'ai vu une de tes vidéos. Et mon Dieu, bouffée de fraîcheur. C'était vraiment là, traité avec humour. Là, c'était extraordinaire. Merci. Ça fait plaisir. Lucie Mondeville. Moi, c'est le domaine de la santé, mais mentale. J'ai travaillé pendant 25 ans comme professeure à l'université, puis aussi j'ai été psychologue pendant 25 ans. Puis à la fin de ma carrière, j'ai commencé à écrire des livres, donc je suis auteure aussi. J'ai écrit sur le bonheur. Et à la fin le dernier livre que j'ai publié, c'est sur la physique quantique, les expériences de mort imminente. C'est un conte. Alors, j'ai commencé à intervenir dans ce délire social quand j'étais en Suède, en fait un peu avant Radio-Canada comme chroniqueuse, puis à la Tribune. Et j'essayais d'aider les gens qui étaient confinés, mais dans ma tête, le confinement, c'était le problème, la distanciation sociale aussi. Alors, on m'a mis à la porte, on m'a dit « Cela se fera, tu ne peux plus parler à la radio ni dans les journaux. » Wow. Est-ce que c'était après un article en particulier ou une intervention en particulier? Oui, c'était après une chronique sur les conflits d'intérêts pharmaceutiques. Le fait que l'OMS était sous enquête et bon, j'apportais l'idée qu'il n'y avait jamais eu de recherche en confinement et distanciation sociale. Alors, je posais des questions et le lendemain, la patronne m'a dit que c'était fini. Wow! Et ça en dit long, hein? Oui, écoute. Mais quand on parle de l'influence de l'industrie pharmaceutique, c'est comme si on parlait des licornes, hein? C'est comme si et l'alliance avec les médias, parce que c'est là que j'ai découvert. Et à la Tribune, tu vois, j'étais dans une manifestation contre la loi 61 et on m'a appelé. On m'a appelé pour me dire que je ne pouvais plus faire de chronique dans le journal. Wow. Alors, donc, vous comprenez, j'étais surveillée ce jour-là. Alors, j'ai découvert, moi, à travers cette crise-là, tous les dessous des médias, mais aussi, Amélie, tu parlais du fait qu'on a appris à se fier sur quelqu'un d'autre pour savoir si on est en santé. Bien, j'ai découvert que dans ma longue formation, moi, j'étais longtemps à l'université, hein, j'ai découvert qu'on nous déformait finalement. Puis on apprenait à remettre entre les mains d'un spécialiste à la fois toutes les décisions qui concernent notre corps, mais aussi à tous les niveaux, là, sur le plan social, économique, etc. Alors, c'était une belle découverte. Avant qu'on commence l'enregistrement, je disais que je venais d'acheter la grande réinitialisation de Klaus Schwab. Je pense que je devrais peut-être lire tes livres à la place. Ça serait peut-être une lecture plus intéressante. Très différente. Je ne savais pas que tu avais écrit des livres. Tu vois, tu m'apprends des choses. C'est merveilleux.
Bon, super. Ben, merci, Lucie. Ève-Marie Roy, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Je suis artiste et thérapeute et j'ai une brochette d'expériences complètement atypiques. Du genre vivre en nature pendant 5 ans avec presque rien, puis faire le tour du monde à la recherche des sites sacrés et de l'histoire qu'on nous a pas racontée sur tous les génocides des traditions à travers la planète. Hein. C'est une technique que la Kabbale utilise beaucoup pour nous déraciner et amener notre pouvoir à l'extérieur de nous-mêmes et occulter tout ce qui nous rendait autonomes. Fait que moi, ce qui se passe présentement, ça m'interpelle beaucoup, d'autant plus que ma mère a été victime d'un traitement expérimental quand j'avais 16 ans et que j'étais aux premières loges et que c'était un film d'horreur et que ça m'a convaincue qu'il y avait quelque chose de vraiment wrong qui se passait. Ça m'a plongée dans une quête pour aller voir comment est-ce qu'on peut utiliser la vie pour se guérir au lieu de la combattre et utiliser nos blessures en plongeant profondément en nous-mêmes pour aller faire la paix au lieu d'utiliser des technologies extérieures, des cocktails extérieurs chimiques, d'où ils viennent, puis c'est quoi les réels impacts sur le corps. Fait que moi, ce qui se passe présentement, ça m'interpelle beaucoup parce que j'ai perdu la personne que j'aimais le plus au monde dans un pseudo-film d'horreur dans ma vie de tous les jours. Fait que je trouve ça super important de se lever puis de porter la voix, de porter une voix, là, un regard humain sur ce qui se passe. Ouais. Super, ben merci. Merci d'être là. Merci de ton engagement. Merci à Amélie et Lucie aussi. Et la dernière et non la moindre, créature légendaire selon le ménage du dimanche que l'on salue. Sandy est là pour créer des petites cartes magiques. Là. Je me dis que ça remplit peut-être leur vide intérieur. Mais oui, moi, dans une autre vie, en 2019 et avant, j'étais coach certifié en PNL. Donc, j'ai aussi un diplôme en programmation neurolinguistique, ce qui est un genre de thérapie brève pour atteindre ses objectifs. Donc, on ne va pas dans le passé, on regarde vers l'avant. J'étais conférencière dans des salles de spectacle, des cinémas, des bars. J'étais coordonnatrice d'événements, des gros événements. Puis il y avait la 3e édition du festival qui s'en venait en 2020. C'était pour être la plus grosse, la plus belle. J'avais la salle, j'avais tous les conférencières. C'était sur la coche. Et là, la pandémie est arrivée. Fait que mettons que je fais plus grands événements, fait que j'organise des manifs. Je me suis recyclée, je me suis réinventée. En militante. Militante à temps plein. Ben justement, cette manif-là, est-ce que c'est ton initiative? Je crois que oui. Ben, il fallait une date. Là. Moi, quand on a commencé à parler du code QR, quand j'ai beaucoup d'agressivité à l'intérieur de moi, au lieu de me laisser consumer avec ça, je m'en sers comme moteur. Donc, j'essaie de faire avancer la cause, d'en faire quelque chose de constructif au lieu de me laisser abattre par ça. Donc, le code QR, ça m'a mis en beau joie le vert. Et après ça, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une manif, il faut sortir dans les rues. Puis j'ai eu la chance d'avoir Amélie Paul, Lucie Mandeville et Ève-Marie Roy qui embarquent dans l'aventure. Fait que, thanks les filles. Merci à toi, Julie, aussi de nous recevoir aujourd'hui. Ben là, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Ben, quelles sont vos revendications? Parce que ça, c'est quelque chose dont les médias ne parlent jamais quand tu parles des manifs. Hein? C'est toujours des manifs de complotistes, manifs de ci, de ça, manifs d'antivax, mais ils ne parlent pratiquement jamais des revendications. Donc, quelles sont les revendications? Pourquoi une manif pour les gens qui pensent que ça va trop loin? Ben, Mel, peut-être tu pourrais répondre. Ben oui, certain. Ben pour moi, ce qui est le plus important, le focus principal doit être mis sur le passeport sanitaire et le code QR. Je veux dire, ça va créer toute une distinction, c'est trop un beau mot, là, une séparation concrète, une fracture. Ségrégation dans notre société. Et sur ça, je pense que c'est là-dessus qu'on doit mettre le focus, mais ça ne nous empêche pas de regarder l'absence de débat public, le manque d'éthique journalistique, le masque obligatoire. Il y a tellement de choses à dénoncer, puis j'invite les gens à trouver leur propre raison, tu sais, pour laquelle ils veulent se mobiliser. Chacun de nous, on a notre raison, mais il y a des choses vraiment principales comme la fermeture des commerces, quand on sait que partout ailleurs, ils déconfinent, puis quand on sait que les cinémas sont ouverts, on peut aller un peu partout, sauf dans les restaurants. Tu sais, du moment que ça ne fait plus aucun sens,
pour moi, je décroche. Puis là, ça fait un longtemps. Fait que j'ai décroché sur un bout, puis j'invite tout le monde qui pense que ça va trop loin pour X raisons. Mais là, les gens vont dire, mais là, Mel, on déconfine, là, on retourne à la normale, là. C'est quand, c'est quoi les dates? J'ai oublié les dates exactes parce qu'il y a des dates pour certaines choses, d'autres dates pour autre chose. Ben, j'inviterais les gens à utiliser notre devise. Je me souviens de l'an passé, sans vaccin, sans couvre-feu, sans masque, on a déconfiné. C'est pas grâce aux vaccinés, c'est grâce à l'été. Et regardez ce qui nous est arrivé en octobre, septembre-octobre. Il va y avoir une 52e vague là, au mois de septembre qui nous attend. Et si l'objectif de Legault n'est pas complété, n'est pas réussi, ben notre liberté, elle est conditionnelle à cet objectif. Donc, ceux qui pensent que c'est bientôt fini, réveillez-vous, là. On est loin d'avoir fini. Mais je veux juste rajouter, j'ai entendu Jean-Jacques Crèvecoeur dire, je ne sais plus dans quelle capsule, là, que du début de la pandémie jusqu'au 2 décembre, jusqu'au moment où ils ont commencé à vacciner, il y a eu environ, là, je dis un chiffre, ce n'est pas les chiffres précis, mais par exemple, 1,5 million de morts dans le monde entier. Et à partir du 2 décembre jusqu'à aujourd'hui, qui ont commencé à vacciner, il y aurait eu 1,8 million, exemple, de morts. Donc, plus de morts depuis que la vaccination a débuté. Donc, je ne sais pas où la logique là-dedans. Ben là, Amélie, c'est les variants. Ah, ben, ben absolument, parce que c'est Luc Montagny qui dit que les vaccins sont responsables des variants. Et puis là, on ne parle pas du petit docteur au coin de la rue. Là. Non, de marquis Nobel de médecine. Là. Non. C'est un prix Nobel, mais bon, ça doit être un fou. Je présume que c'est un débile. Là. Ben, c'est un des Nobel qui a la maladie du Nobel. Oui, c'est ça, parce que c'est tous des débiles, ces gens-là. Mais moi, plus sérieusement, ça me rend triste, inquiète et même ça me fait peur. Le fait qu'on peut être pro-vaccin, là, je m'en fous vraiment. Faites-vous vacciner, puis j'en ai rien à foutre. Mais que, mettons, quelqu'un qui serait pro-vaccin, mais serait pro-passeport vaccinal, parce qu'il y a quand même une grosse différence. Même si toi, tu dis, je vais me faire vacciner, c'est important, je me sens protégée, bon. Mais de là à dire que je suis pro la ségrégation, comme ça, créer une genre de sous-race, puis une séparation, là, je trouve ça inquiétant qu'il y a des gens qui ont cessé de réfléchir à ce point-là. Ben, c'est peut-être parce que les médias leur ont mis quelque chose dans la tête. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Lucie? Ben oui, depuis le début, je vois que les stratégies utilisées, c'est des stratégies de manipulation de masse. On utilise les médias pour répéter toujours le même message. Protégez-vous, on est en danger. Les gouvernements, on utilise la confusion aussi pour faire en sorte que les gens s'accrochent à la sécurité. Puis nous, on les trouve, on trouve que c'est des clowns, là. Moi, je les vois comme des marionnettes. C'est des gens qui ne sont pas intelligents, qui ont été utilisés par on les appelle les élites, mais j'aime pas ça. Je trouve que ce terme-là, c'est pas approprié à eux. Mais effectivement, il y a eu tellement de façon évidente des stratégies utilisées pour faire en sorte que les gens étant dans la peur ne réfléchissent plus. Puis en ce moment, c'est comme si peu importe ce que vous leur dites, là, ça leur passe sur le dos comme sur le dos d'un canard. Là. Ça ne s'accroche pas. Alors, bon, peut-être que la bonne chose que je vois, c'est que le fait qu'ils sont vaccinés, certains d'entre eux regagnent confiance puis ont vraiment envie de retrouver la vie normale. Et là, ils sortent, puis bon, la distanciation, ils la respectent moins. Alors, je me dis que peut-être cet état-là va faire en sorte qu'ils vont s'ouvrir l'esprit, puis réfléchir un peu, puis accepter un peu moins le reconfinement qu'on aura à l'automne, là. Nous, on comprend tout ça, que ce n'est qu'une stratégie. C'est sûr qu'à l'été, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'hospitalisation. Alors, il fallait bien une justification. On a déconfiné les gens. Bon, déconfiné. On n'a pas déconfiné les gens, là. On continue de les contrôler. Moi, ce que je vois, c'est du contrôle continuel. Moi, je n'ai pas beaucoup embarqué dans les virus, les vaccins. Je déteste en entendre parler. Ce n'est qu'une distraction pour moi, une étape pour instaurer ce que tu vas lire bientôt, Amélie, le Great Reset. Et ça, je trouve ça intéressant parce que j'écoutais quelqu'un tantôt qui parlait de Great Reset, mais d'un autre côté, de grand réveil. Et c'est ça que j'observe. Moi, je suis émerveillée de voir ces gens qui en savent beaucoup plus qu'on en savait. Il y a plein de monde qui sont informés maintenant, plus que jamais auparavant. Et ces gens-là vont contribuer au grand réveil. Et c'est ça que j'ai envie d'honorer, moi, de fêter. Et le 5 juin, là, j'ai envie qu'on fête avec tout ce beau monde-là qui sont éveillés.
J'aimerais Ouais. ça. Vas-y, Mel. Là-dessus, parce que hier, je regardais Twitter, puis à chaque fois que je voyais un post qui disait des niaiseries, là, j'allais voir en commentaire, puis tout le monde mettait des liens, puis des preuves scientifiques, puis les soldats digitaux, là, j'étais comme, hey, une chance, vous êtes là. Vous faites toute une différence, là. Parce que moi, maintenant, je suis sur le bord d'être censurée, j'ose pas trop partager des affaires, puis là, vous autres, vous venez en rafale, en commentaire, puis là, vous partagez. Wow! Là, on se rend compte qu'ensemble, là, on est fort, puis on a un grand impact. Oui, exactement. Très souvent, dans soit sur les pages Facebook des grands médias, par exemple, je ne sais pas moi, Journal de Montréal, par exemple, tu regardes, ils vont publier un de leurs articles. Très souvent, la majorité des commentaires, c'est des commentaires qui sont très critiques de la situation actuelle. Donc ça, je trouve ça super encourageant. Bon, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, bon, manifestation, des gens qui pensent qu'il va... Pourquoi, en fait, j'ai pensé que c'était mon corps, mon choix? Est-ce que c'est le surnom de la manif ou... Parce que là, c'est sûr qu'il y a des journalistes qui vont dire, bon, une manif anti-vax. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là qui disent que c'est une manif anti-vax? Et moi, j'ai envie de répondre qu'on n'est plus là. Ben, c'est vrai qu'il y a des dénonciations, mais moi, pourquoi j'y vais, là, c'est parce que je veux fêter, parce que ça nous a manqué, parce que j'ai le goût de la musique, des tam-tams, j'ai le goût de chanter, danser avec les gens, célébrer. C'est essentiellement une fête de... On est encore le printemps, on va être l'été, le 5 juin, je ne sais pas, le printemps peut-être. Je sais Moi, pas. c'est 21 20 juin. 21 juin. Donc, on va être le printemps. Alors, c'est la fête du printemps, puis il y aura des fêtes d'été, je l'espère. Donc, c'est pour ça. Puis effectivement, j'étais longtemps à dire, moi, que ça allait trop loin. Puis j'ai dit à un moment donné, bon, tout ça va trop loin. De toute façon, c'est le temps de passer à autre chose, puis de se prendre en main, prendre notre pouvoir. Ève-Marie, tu en parlais. Moi, je suis convaincue que cette occasion-là, c'est pour nous faire sortir, nous faire émerger avec notre pouvoir féminin, notre intelligence, notre humanité. Dans un climat où il n'y a pas de peur, hein? Il n'y a pas cette vibe-là dans les marches, les manifs. Je trouve qu'il y a une belle ambiance, on se sent bien. Puis il faut toujours se rappeler une chose aussi, quand une peur n'est pas partagée par tout le monde, comme une peur, par exemple, des peur des hauteurs, peur des araignées. Lucie, tu peux en parler plus, là, mais ce n'est pas une peur rationnelle, une vraie peur. Tout le monde, là, la peur. Tu sais, si c'était une vraie peur, la peur de la COVID, puis qu'il y a un réel danger, tout le monde aurait peur. Mais pourquoi qu'il y a autant de monde qui n'ont pas peur? Est-ce qu'on est tous des fous? Tu sais, il y a une réelle introspection à faire pour les gens qui nous écoutent, là, peut-être, qui ont un inconfort, qui se disent, voyons, sont folles, ces femmes-là. Tu sais. Moi, j'avais envie de... Vas-y. J'avais envie de renchérir, tu sais, pour moi, la liberté, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, là. Je ne vais pas attendre un gouvernement pour me donner le droit d'être libre, tu sais. Mon corps, mon choix, c'est une frontière qui est fondamentale, légitime et qui devrait être impénétrable. Et moi, je trouve que ces marches-là, comme disait la belle Lucie, c'est vraiment une célébration de notre liberté, tu sais. Hey, moi, là, je fais le choix d'être libre, d'être pleinement maître de moi-même. Puis il y a toute une communauté de gens dans la dernière année qui se sont placés dans cette posture-là. Et là, on se rencontre. Et cette rencontre-là, elle a un impact réel sur la conscience collective. Et je trouve que c'est vraiment important quand les gens disent « Ah, les marches, ça sert à rien, vos revendications. » Hey, est-ce que je suis là à attendre que la politique me gère, moi? Non, c'est bon. Je sais qu'on est tous engrangés à différents niveaux dans le système, puis je comprends à quel point ça peut être frustrant, mais fondamentalement, je crois que ce qui est en train de se passer, on est dans une espèce de crise du pouvoir personnel à grande échelle, à l'échelle planétaire. C'est quelque chose qui nous dépasse et ultimement, c'est une occasion pour reprendre notre pouvoir sur nous-mêmes et d'aller rencontrer dans les manifestations cette grande communauté en émergence de gens qui ont décidé d'être dans leur autorité intérieure, d'être maîtres d'eux-mêmes et de célébrer ça ensemble. Il y a quelque chose de vraiment puissant là-dedans qui dépasse la revendication politique. Je revendique ma liberté, mais c'est quelque chose de non négociable.
Puis aller se ressourcer justement dans cette belle ambiance-là qui nous donne le petit edge d'aller plus loin dans l'évolution de la conscience aussi. Exact. Exactement, ça fait c'est énergisant les manifs. Mm. Ça fait vraiment du bien et on n'a pas, tu sais, tu parles de revendiquer notre liberté. On n'a pas à revendiquer notre liberté, justement. On est libre. Et le fait d'aller manifester, c'est de dire, ben écoutez, vous nous imposez des petites règles, là, hein, puis vous nous faites peur avec vos petites contraventions salées. Nous, vos règles, ben voici ce qu'on en fait. Et les contraventions, ben là, on attend toujours de savoir ce qui va se passer avec ça. Moi, j'en ai 2 jusqu'à présent. J'attends de voir ce qui va se passer avec ça. Mais bon, ça pour dire que, écoutez, c'est Julius Gray, le maître Julius Gray, qui disait que quand il y a des lois qu'on considère qui sont contre notre conscience, on a le devoir de désobéir. Yes! Donc, je dis ça en passant comme ça. La désobéissance fertile. Oui, c'est ça. Maintenant, sur l'aspect pacifique des manifs, parce que très souvent, bon, les médias vont dire que les manifs, bon, il y a eu de la violence, les manifestants étaient agressifs. Je ne sais pas où j'ai vu ça récemment. Non, je pense que c'était... Le ménage du dimanche, le SPVM qui disait qu'on utilisait des enfants comme comme bouclier humain. Bon, ça, évidemment, c'était une blague, mais il y a des gens qui lisent ça puis qui vont y croire. Ouais. Mais c'est parce qu'on a tellement dépeint le mouvement comme étant un mouvement d'extrême droite, on les connaît radical, d'extrême droite, violent, etc. Et là, moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien que ce soit une manif qui est organisée par des belles femmes intelligentes. Hein? Donc, ça... j'ai hâte de voir comment ils vont les qualificatifs qu'ils ont employés pour décrire cette manif-là. Comment ils vont nous discréditer cette fois-là. Exactement. Je me demande vraiment comment ils vont s'y prendre. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi vous attendez? On a fait beaucoup de manifestations, on en a plusieurs. J'ai l'impression qu'on évolue avec ces manifestations-là. Puis j'ai adoré l'idée de Mel de faire une manifestation d'abord et avant tout par des femmes, mais tout le monde est bienvenu, évidemment. On veut être entouré d'enfants, d'hommes, de familles. Et j'ai l'impression que cette manif peut nous aider justement à casser, à briser 2 conceptions, qui est celle qu'on est là pour revendiquer quelque chose. On peut dénoncer, c'est-à-dire dire on n'est pas d'accord, mais prendre la rue. Nous, on prend la rue, elle nous appartient, cette rue-là. Alors, de passer de cette conception-là où on est là pour que le gouvernement change à celle où on est là parce qu'on sait qu'on a le pouvoir de changer les choses. Puis l'autre élément, c'est justement le fait d'être pacifique, le fait qu'on soit des femmes, je ne sais pas, on est associés effectivement au pacifisme, mais on a de la vigueur. Je pense qu'on est tous des femmes fortes et les femmes que je rencontre, moi je rencontre plein de femmes qui sont très engagées dans leur région, dans leur communauté, c'est des femmes qui sont à la fois pacifiques mais fortes. Puis j'espère que cette manif-là va porter cette idée-là que les gens qui sont dans la rue, là, à Montréal ou à Québec ou à Trois-Rivières, peu importe, c'est des gens qui sont pacifiques, mais qui veulent reprendre et qui sont en train de reprendre leur pouvoir. Et cette violence-là, c'est un montage fait par les médias, on le sait. Vous le savez, vous avez été dans des manifs à voir les policiers sortir au même moment que TVA arrivait. Alors, j'espère que ça va être plus évident, ce jeu, ce montage-là qui est fait par les médias. Oui, puis je pense que du moment qu'on tombe dans la violence, on embarque dans leur jeu. C'est-à-dire qu'ils attendent juste ça, qu'on fasse un mauvais move. Puis, tu sais, ils nous poussent jusqu'à bout. Fait que c'est d'être plus intelligent, plus fort qu'eux, que de garder son calme. Ceux qui pensent que ça ne change rien, j'aimerais ça que vous tapiez sur Google les grandes luttes pacifiques qui ont eu des résultats concrets. C'est sûr que ce n'est pas en 6 mois que ça se passe, mais la violence, moi, j'ai un adage que j'adore, ça dit « œil pour œil ne fera que des aveugles ». Donc, si on commence à tout péter, c'est quoi le message qu'on lance? Tu sais, je veux dire, c'est parce que soyons plus intelligents. Soyons vraiment, comme utilisons notre cerveau, là. Hein? Montrons-leur l'exemple. Oui, et soyons cohérents, tu sais, on sort de... Moi, je vois vraiment ça comme s'il y avait 2 matrices présentement. Puis il y a la matrice de l'intelligence artificielle qui s'implante de plus en plus dans notre société, tu sais.
Mais nous, en tout cas, on se réclame d'une matrice qui est organique, qui est cohérente, qui est naturelle et qui est profondément pacifique. Sortir de cette matrice-là, ce serait rentrer dans l'incohérence puis revenir dans un autre. On est comme les porteurs et les porteuses de quelque chose qui se veut vraiment cohérent avec la vie, respectueux de la vie et sain. Et on va le porter jusqu'au bout parce que c'est ça qu'on fait de toute façon depuis des millénaires. Ouais, ben là-dessus, sur la violence, moi, j'aimerais juste ajouter que c'est ça, comme tu disais, c'est embarqué dans leur jeu, Mel, exactement. Et ils n'attendent que ça, hein? Que le mouvement devienne violent pour pouvoir justement l'opprimer. Alors que quand les gens demeurent pacifiques, ben là, ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Donc, être violent, c'est leur donner du pouvoir. Et il ne faut pas oublier non plus que, bon, en 2008, par exemple, c'était en 2008, Montebello, il y a toujours des agents provocateurs. Hein? Et il y a eu des actes qui ont été posés dans certaines manifs et il faut toujours se rappeler qu'il y a des agents provocateurs. Et ces gens-là, ils ont un job à faire et c'est de discréditer le mouvement. Donc, même s'il y a des actes violents, parfois, ça ne veut pas dire que c'est des manifestants. Très souvent, c'est des agents provocateurs. Moi, je suis contente parce que le 13 mars, on a fini la route. Et puis, à la toute fin, moi, j'étais rendue à la queue de la marche. Puis, à la toute fin, je vois l'anti-émeute sur un coin de rue. Et derrière eux, 7-8 gars, tu sais, un peu du calibre de Steve l'artiste, là, tu sais, des vrais, là, mais masqués en noir. Puis, je me dis, donc, c'est les antifas qui sont venus voir combien qu'on était, tu sais. Puis là, tout d'un coup, j'ai compris, non, c'est pas des antifas, ça, c'est la police qui est cachée derrière l'anti-émeute. Puis, à go, se sont infiltrés dans la manif. Puis 2 rues plus loin, ça pétait. Puis là, comme par hasard, le Journal de Montréal est apparu, tout le monde est apparu. Fait qu'il faut comprendre que des fois, c'est même la police. C'est ça, un agent provocateur. Ça fait partie de la police. Fait que si vous embarquez là-dedans, c'est de leur rendre service. Exactement. Puis gardez l'œil ouvert, hein? Gardez l'œil ouvert si vous voyez des gens comme ça. Habituellement, c'est ça. S'ils sont masqués, c'est un signe. Parce que la plupart des gens qui vont manifester, ben, ils portent pas de masque. Hein, parce que, bon, quand on va manifester contre les mesures, habituellement, on ne suit pas les consignes. Oups. C'est bien correct, hein? C'est bien correct si vous voulez venir puis porter un masque. C'est correct aussi. Ben oui, comme on disait, on n'est plus là, on est vraiment ailleurs. Donc, si c'est votre première manif et vous ne voulez pas de ticket, ben portez un masque, c'est tout. Oui, c'est même, je dirais, excuse-moi, madame. Non, vas-y. Moi, j'ai une amie qui s'est fait vacciner dernièrement, puis tu sais, j'ai fait un petit vidéo pour la manif, puis j'ai envoyé, puis elle dit, si je suis vaccinée, c'est correct? J'ai dit, hey, viens-t'en, ma belle, là, si t'as envie de venir danser, puis te lâcher lousse, tu sais. Là, c'est vraiment inclusif, là. On n'est pas... c'est ça. Absolument. Il y a des gens qui se sont fait vacciner dans l'espoir de revenir à la normale et puis qui vont peut-être être désillusionnés bientôt, justement, là, qui vont réaliser qu'ils se sont fait avoir profondément parce que ça n'a pas servi à grand-chose. Là. Donc, bien sûr qu'ils sont bienvenus. On ne va pas, nous, créer la division. Oh mon Dieu, tu sais, là, il y a cette espèce de... Il y a des études qui montrent que les vaccinés pourraient être contagieux ou je ne sais pas quoi, mais là, si on embarque là-dedans, mais on embarque dans le même jeu qu'eux nous font en voulant se séparer de nous. Alors, nous, n'embarquons pas là-dedans, dans cette peur-là, tu sais, de créer de la division en plus. Oh mon Dieu, je vais me faire contaminer par les vaccinés, là, tu sais, à un moment donné. Quand on refuse la peur, on la refuse jusqu'au bout. Voilà. C'est comme... Et les manifs sont très inclusives. Hein? Moi, toutes les manifs auxquelles j'ai assisté étaient très inclusives, à part une qui était une manif de groupe de gauchistes. Moi, je suis une fille de gauche. Hein? Je suis une fille, tu sais, je veux dire, je suis militante de gauche de longue date et c'était une manif de gens de gauche qui, je ne sais pas, autrefois, je me serais certainement sentie acceptée parmi eux. Et ben, j'étais allée avec des gens du collectif dont Lucie fait partie, le collectif pour l'information libre. Et on s'est présenté là et c'était une manif de gens qui étaient masqués et là, il fallait porter un masque. Alors que dans ces manifs-là, dans les manifs que Mel organise, les manifs contre les mesures, que les gens portent des masques ou pas,
Ça n'a aucune importance. Les gens ne diront pas quoi faire. Tu sais, je dis, tout le monde est bienvenu. Et là, moi, c'était une manif contre le couvre-feu et on m'a mis à la porte. Il y a 4 goons qui sont venus me voir et puis qui m'ont dit Hey, toi, Mais attends, t'es pas en train de faire une poursuite, toi, pour représenter tous les gens qui ont fait Exactement, exactement. C'est ça l'ironie. C'est que bon, moi, je suis dans le recours contre le gouvernement contre le couvre-feu. Et là, c'est ça. Je me suis fait mettre dehors d'une manif contre le couvre-feu. Hey, se faire chasser. Ouais. Mais elle était une extrémiste de droite, fasciste, puis tout, là. Chef des conflits. Oui. Exactement, exactement. Donc, ben, écoutez, est-ce que vous avez, je ne sais pas, quelque chose à ajouter? Un message peut-être aux journalistes? Parce que je pense qu'on s'est toutes fait un peu, comment dire, attaquer, disons-le comme ça, par les journalistes. Je ne sais pas comment vous vivez ça. Est-ce que vous avez un message à passer? Est-ce que vous avez été capable de communiquer avec eux? Je ne sais pas. Comment vous voyez ça, les médias en général? Moi, je ris parce qu'à chaque fois que des journalistes me contactent, je dis désolée, je suis certaine que tu es une personne de cœur avec des bonnes intentions, mais je ne fais plus du tout confiance aux journalistes. Alors, je vais poliment décliner ton invitation. Puis la dernière de TVA Nouvelles, qui avait l'air vraiment d'une chic fille, là, tu sais. Puis elle m'a dit, ben nous, notre job, en fait, c'est de rapporter le plus objectivement la nouvelle, puis de montrer les deux côtés. J'ai fait, attends, là, il est où l'autre côté? Elles sont où les sommités mondiales qui donnent un autre son de cloche? On ne les voit pas. Moi, l'hécatombe, non, je suis témoin parce que les gens m'écrivent puis me racontent leurs histoires d'horreur, pardon. C'est où ça dans les médias? Alors, j'ai dit, ben non, vous n'êtes pas du tout objectif et vous ne montrez pas du tout les deux côtés, mais je ne comprends pas sur quelle planète vivent les journalistes. Non, parce que dans leur tête, ils font une bonne job, hein? C'est ça qui arrive. Je crois que oui. Je crois qu'ils sont vraiment, ben pour certains, là, tu sais, peut-être d'autres, ils sont achetés, vendus, puis carrément, ils savent ce qu'ils font. Mais d'autres, ils pensent qu'ils font un bon travail, absolument. Puis on le dénonce d'ailleurs, l'absence de débat public. Hein? Puis je veux juste parler d'un truc d'actualité par rapport à Guillaume Lepage. Je crois que c'est vrai, ça, là, dans la presse, qui aurait dit qu'il était en tabarnak parce que Guillaume le Métivierge a pris un long temps du temps d'antenne d'Éric Duhem, puis s'il avait pu faire un montage, il aurait supprimé le bout de Guillaume. Il aurait collé ça au vidange. Il aurait collé ça au vidange, alors que c'était probablement la meilleure intervention de toute l'histoire de tout le monde qui parle. Alors, tu sais, là, on le voit. Et où la liberté d'expression, le débat public, quand Guillaume le Métivierge, c'est un des seuls artistes qui soulève un point intéressant pour essayer de trouver un terrain d'entente entre les deux extrêmes. Et puis Guillaume Lepage admet impunément qu'il aurait voulu enlever ça. Moi, ça me traumatise. Oui, c'est hallucinant. Mais quand on parle de pensée unique, on se fait toujours dire, ben voyons donc, il n'y a pas de pensée unique, de quoi tu parles, mais c'est le meilleur exemple. D'ailleurs, on remercie Guillaume le Métivierge parce que juste le fait d'oser suggérer qu'on devrait avoir un débat, ben c'est mettre sa tête sur le bio. Hein? C'est vraiment mettre sa tête sur le bio. Il a dit qu'il écoutait de tout, hein, des deux côtés. Alors, on le salue, Guillaume. Oui, merci. Merci d'avoir suggéré ça. Parlant de débat public, il y a une manif le 30 mai dont pas grand monde a parlé. Donc, je vous invite vraiment tout le monde le 30 mai. Je ne me rappelle pas à quelle heure. Il faudrait que j'aille vérifier. Là. Je vais mettre ça dans la description de la vidéo. Dimanche le 30 mai, si je ne me trompe pas, c'est à 2h. Et c'est une marche pour un débat public et ça fait le tour des médias. Donc, ça commence devant le Journal de Montréal, je pense. Si je ne me trompe pas, oui, exactement. Donc, les gens sont invités à cette manif-là aussi, le 30 mai, à ne pas oublier, mettez ça à votre agenda. Sinon, on en était où? Oui, message aux journalistes. Lucie? Oui, bien, moi, je reviens. Moi, j'en ai connu quand même là, avant. Avant, je les trouvais tellement sympathiques. Puis l'esprit ouvert. Puis je te dis, départ, j'ai l'impression qu'ils ont été transformés. Ils ont subi une transformation. Moi aussi, j'ai été approchée par les journalistes pour sortir un article de diffamation à mon sujet. Alors, un journaliste qui disait « Je veux présenter les deux côtés de la médaille », qui ne m'a pas donné l'occasion de le faire, malheureusement. Mais il y a quelque chose qui pogne vraiment, c'est quand on parle des gens qui souffrent. Puis depuis le début, les gens nous accusent d'être égoïstes.
parce qu'on ne pense pas à ceux qui sont morts, parce qu'ils ont été enfermés dans les CHSLD. Mais on marche aussi, je pense que chacun de nous, on marche en pensant à ceux qui sont enfermés, aux enfants qui sont masqués, aux commerçants qui perdent leur job, puis qui en arrivent au point de se dire « la vie ne vaut plus la peine » et qui se suicident. Ouais. On marche pour ceux qui souffrent des mesures dites sanitaires. Moi, c'est ce qui me touche le plus. J'avais entendu quelqu'un dire aussi, si on avait l'occasion d'exprimer, bon, pour ceux qui nous regardent puis qui ne nous connaissent pas et qui ont tendance à penser qu'on est des édentés ou n'importe qui, qu'ils sachent qui on est. Puis il y avait une personne qui avait eu l'idée de mettre dans notre dos notre fonction, notre titre, peu importe. Puis bon, je ne sais pas si c'est pertinent, mais c'est vrai que souvent, les gens ont l'impression qu'on n'est pas qui on est, qu'on est des méchantes personnes, qu'on n'a pas d'instruction. Mais il y a une diversité là, dans les manifs. Moi, qui me touche, je me dis, je marche avec des gens que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer, de croiser, de prendre dans mes bras, de discuter avec. Et toutes ces personnes-là ont un cœur à bonne place. Et souvent, ils ne marchent pas pour eux, ils marchent pour les autres. C'est des gens altruistes. Alors, parler de la souffrance, j'aimerais bien que les journalistes disent un jour qu'on marchait pour les gens qui souffrent à cause des politiciens qui sont les marionnettes de gens qui ont beaucoup d'argent. Absolument. D'ailleurs, c'est ça, parmi les manifestants, la dernière manif, le 1er mai, moi j'ai jasé avec plusieurs personnes qui sont du domaine de la santé, c'est des travailleurs de la santé. Donc, il y a des travailleurs de la santé qui vont marcher. Et il y a Madoc qui est un icône de la gauche, qui a fait une superbe vidéo qui s'appelle « L'éveil des édentés ». Et c'était magnifique parce que ça montrait des gens qui dansaient, qui chantaient, ça montrait vraiment toute la diversité, des gens avec des propos intelligents. Il y avait d'ailleurs une bioéthicienne qui parlait de toutes sortes de choses super intéressantes, dont les tests PCR et comme quoi les politiques de santé publique étaient basées sur un test qui était douteux, pour être gentil, pour utiliser un euphémisme. Mais c'est ça, super belle vidéo, rien il n'y avait rien là, qui pouvait justifier de la censure. Et justement, ça montrait qui sont les manifestants vraiment, au lieu de je m'excuse, là, mais des idioties de Patrick Lagacé, là, qui dit qu'on est une gang d'édentés, puis qu'on n'est pas instruit, etc. Ce gars-là n'a jamais mis les pieds dans une manif, hein, je crois, parce que d'après ce qu'on peut lire, je m'excuse, mais il n'y a aucune espèce d'idée de quoi il parle, ce gars-là. Là. Il y a vraiment toutes sortes de monde dans les manifs. Et cette superbe vidéo-là, elle a été censurée par... En fait, Madoc se fait fermer son compte par le C'est ça. Puis il faut savoir que Madoc, c'est un grand activiste depuis des années là, qui milite, ce gars-là, puis qui fait des reportages de qualité, un portrait réaliste de la situation. Et c'est pas seulement cette vidéo, c'est sa chaîne au complet de vidéos sans avertissement. Ça fait 10 ans qu'il paye Vimeo. Puis là, ils ont fermé sa chaîne, flushé son contenu. Tu sais, ceux qui disent qu'ils n'ont pas de censure, allumez, là. Puis si je peux rebondir pour les journalistes, là, tu parles de Patrick Lagacé qui avouait la dernière fois que son fils, il ne sait pas tout le temps il est où. Hein? Des fois, il est parti avec ses amis parce que sa santé mentale, hein, c'est important. Mais je me dis, c'est triste que Patrick Lagacé ne comprenne pas qu'il y a des gens qui, depuis 1 an, écoutent tellement ce qu'il dit, ils ont tellement peur qu'ils ne voient plus leurs enfants, qu'ils ne les prennent plus dans leurs bras. Puis, ils ne sont pas capables, ces gens-là, de faire la distinction entre, bon, c'est quoi mon gros bon sens, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'écoute. Non, ils prennent tout pour du cash. Fait que quand Patrick Lagacé dit qu'il met un masque dans ses bobettes pour être sûr, bien, le monde l'écoute. Là, après, on apprend que lui-même ne respecte pas les règles. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui s'empêchent de vivre depuis 1 an à cause des médias. Puis ces médias-là, eux autres, ils ont le recul nécessaire pour savoir que ce n'est pas tout vrai ce qu'ils disent. Fait qu'eux-mêmes ne respectent pas. Mais quand on a des ministres qui font des gros parties, tu te dis, s'il y en a un qui devrait avoir peur, c'est bien nos ministres. Si c'était vraiment dangereux. Mais non. Fait que je pense que les médias, ils ont du sang sur les mains. Ils font peur à la population, puis ça a des effets dans les familles. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit, moi, ça fait 1 an, je n'ai pas pris ma mère dans mes bras, elle ne veut pas. Hey, je suis comme quelque chose qui ne va pas, mais ça, c'est la faute des médias. Ah oui, absolument. Ils sont morts déjà. Tu sais, ils sont morts en dedans, puis on va les enterrer dans quelques années, mais pour moi, ces gens-là sont morts. Tu sais, quand ta peur prend le dessus au point que tu ne veux pas serrer tes enfants dans tes bras, c'est fou. Ça ne marche pas. Là. Moi, ma mère, depuis le début de la pandémie, là, ça a coordonné à peu près, elle a été diagnostiquée cancer du sein et des os.
Et donc, on peut dire qu'elle était à risque, si on veut, mais je ne me suis jamais empêchée d'aller la voir, de la serrer, de m'occuper d'elle. Et puis maintenant, elle va bien. Là. Je dis, voyons, maman, c'est fini, là, t'es guérie, c'est quoi cette affaire-là? Elle est top shape, tout va bien. Mais si on était rentré dans cette psychose-là, que, oh mon Dieu, maman est à risque, on n'ira pas la voir, elle serait probablement peut-être déjà morte, là. Tu sais, à un moment donné, il faut réfléchir. Puis moi, en plus, j'aurais jamais mis ma mère en danger, là. Puis pourtant, j'en ai serré des mains, donné des becs. Et depuis la dernière année, j'ai jamais pensé une seconde que je mettais ma mère à risque. Mais elle s'est toujours dit, bon, si jamais j'ai la COVID, ben je vais me reposer, puis je vais guérir. Puis j'ai dit exactement, puis je vais te soigner, puis je vais t'aider. Puis c'est bien moins pire que de se laisser mourir à petit feu ou... non, c'est clair. Mais moi, ce que je trouve épouvantable là-dedans, c'est que Patrick Lagacé insulte les gens depuis 1 an, les gens qui ne suivent pas les mesures, qui ne suivent pas les consignes. Il les insulte, il leur crache dessus depuis 1 an, mais son fils, lui, le fils du prince, hein, il a le droit de ne pas suivre les consignes, mais le fils de l'ouvrier, lui, s'il fait ça... C'est féodal! C'est comment? moyenâgeux, c'est féodal! Mais l'histoire se répète, hein, c'est rien de neuf, mais cette fois-ci, tu sais, qu'est-ce que vous en dites qu'on fasse un vrai switch, là? Parce que ce qui est en train de se passer, ça s'est passé, ça se repasse et ça se repasse encore. Puis là, c'est le temps qu'on se fédère ensemble, qu'on parle notre vérité, qu'on l'assume, qu'on la tienne, qu'on la dise avec dignité. Puis moi, si j'avais quelque chose à dire aux journalistes, c'est comme, au lieu de nous discriminer, là, intéressez-vous donc à l'humanité qu'il y a derrière le fait qu'on a décidé qu'il y avait quelque chose de tellement fort à l'intérieur de nous qu'on a décidé d'aller sur le front line puis de parler. C'est parce qu'il y a quelque chose de profondément humain dans notre quête, bien au contraire de l'image qu'on essaie de dépeindre de qui on est. Puis moi, je me dis, notre solution, elle est là. Plus on va être nombreux à tenir notre humanité dans toute sa cohérence, sa profondeur et sa sensibilité, plus on va s'en sortir. Puis je pense que s'il y a une chose qu'on a envie de faire présentement, c'est ça. Puis je dirais aux journalistes, là, hey, si t'as des bases, là, tu sais, comme, va donc voir c'est quoi l'humanité derrière ceux que tu démonises, parce qu'il y en a toute une. On a tous des vécus qui nous ont amenés où est-ce qu'on est présentement, puis qui nous donnent le courage de le faire. Wow, c'est vrai. Merci, merci. Quel beau message. Quel beau message. Puis c'est vrai, parce que les journalistes ne s'intéressent pas aux gens qui sont dans les manifs. Ils sont très bons pour les discréditer, les insulter et tout, mais... Ben oui. C'est bien plus facile, tu sais, tu leur fais un masque, là, puis dis ça à tout le monde, mais il n'y a personne qui le sait, là. Tu sais, moi, j'ai été témoin de la dégradation de la personne que j'aimais le plus au monde suite à des traitements expérimentaux. Comment je me sens quand je sais qu'il y a des milliers de personnes auxquelles on impose ce traitement-là, puis qu'on discrimine la résistance de l'esprit critique dans notre société. Tu sais, c'est absolument inconcevable. Fait que là, la liberté, elle doit partir de notre posture, de tenir notre liberté, d'être conscient, d'être fier de ça aussi, tu sais. Et moi, là, j'ai assez d'autorité intérieure, là, j'ai assez d'amour propre pour tenir ma liberté, puis d'aller rencontrer ma communauté pour la célébrer, tu sais. Vraiment. Ouais. Ben moi, il y a 2 affaires qu'on se fait dire souvent, c'est quand tu vas perdre un être cher, tu vas le savoir. Ben, tu sais, moi, j'ai perdu mon père à 17 ans, la COVID n'existait pas. Amélie, sa maman, elle a eu des problèmes de santé aussi. La maman d'Ève-Marie est décédée. Lucie, tu as sûrement perdu des êtres proches aussi. Tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin de la COVID pour savoir c'est quoi. Là, perdre un être cher. Mais il y a des gens qui ont perdu des êtres chers par le suicide, hein? C'est des dommages collatéraux qu'on appelle la COVID, hein? Puis l'autre affaire qu'on se fait dire, c'est j'espère que tu n'utiliseras pas ta carte d'assurance maladie. Je ne sais pas pour vous autres, les filles, mais moi, ça doit faire 20 ans que je ne l'ai pas utilisé, ma maudite carte. Fait que, tu sais, un moment donné, quand on prend soin de notre santé, hein, c'est sûr que pour avoir une bad luck, je pourrais me casser le bras demain, je vais toucher du bois. Mais tu sais, question d'être en santé. Si vous voulez, je vais la couper tout de suite, ma carte, là, si ça vous inquiète tant de payer pour ma santé. C'est moi qui engorge le système certain. C'est sûr que si j'ai la grippe, là, moi j'appelle ça la grippe, excusez-moi si j'en offense certains, là. Mais je vais rester chez moi, puis il n'y a personne qui va être au courant jamais. C'est ça. Tellement pas aller à l'hôpital. Non.
C'est ça, clair. Moi, je pense que ma carte d'assurance maladie, ça fait 8 ans qu'elle est passée date. Ben, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il y a d'autres ressources, là. Ça fait des millénaires qu'on se guérit avec les plantes. Puis on a une intelligence puis qui est. C'est ça, on a une intelligence qui est capable de faire ce travail-là quand on est curieux puis qu'on va vers des ressources. Bon, OK, c'est sûr que moi aussi, si je me casse un bras, je vais être bien contente d'aller à l'hôpital. Ben, c'est ça, on n'est pas anti-hôpital. C'est comme un masque. Tu sais, au CHUM, si on me demandait, il y a une personne qui avait une greffe, puis on me dit, mets-toi un masque juste pour la protéger. Ben OK, je ne suis pas anti-masque, je ne veux pas. C'est pas ça, là. Moi, le mettre mon masque si c'est important, mais on s'entend-tu que dans la rue, il n'y en a pas grand greffé. Puis que moi, ma santé, je ne peux pas t'appositionner d'en face, tu ne peux pas l'attraper. Fait qu'à un moment donné, c'est juste d'être intelligent dans nos choix, puis dans ce qu'on décide d'appliquer ou non. Tu sais. Par rapport au masque, je vais juste dire rapidement ce qui m'inquiétait, puis sûrement la même chose pour vous au début, quand il disait « Ah, c'est juste pour quelque temps, bon, puis c'est rien, il n'y a rien là », mais ce qui nous inquiétait, c'est que ça devienne une norme sociale, comme annoncé Arruda, puis toutes les autres bizarres, là. Et puis là, on le voit, c'est devenu une norme. Les jeunes, ils le portent, puis c'est normal, et puis les gens en font plus de cas. Moi, quand je vois des gens à la télé, là, puis ils disent un message à la caméra ou dans des pubs avec leur masque, je suis comme scandalisée. Puis là, je vois autour de moi, si je suis avec des gens, je dis, mais voyons, là, je suis au bout. Puis là, ils me disent, oh, je le remarque même plus. C'est pas normal que vous le remarquiez pas. Il y a Dubé qui a dit, on va faire comme les Asiatiques. Puis toi, Julie, qui a vécu 5 ans en Chine, qu'est-ce que tu penses des Asiatiques qui font ça? Ben justement, tu sais, je lisais encore dans un article dans le journal, je me rappelle plus où, mais il y avait une dame qui disait, c'était une professionnelle de la santé là, qui disait, écoutez, ça va devenir une norme comme en Asie. Mais je suis désolée, mais avant la COVID, la norme en Asie, c'était tu te mets un masque quand tu es malade. C'était ça la norme. C'était pas les gens sains portent des masques tout le temps, tout le monde porte des masques tout le temps. Il y avait ça et il y avait le fait aussi que les gens portent des masques pour contrer la pollution. C'est tout. Donc, de dire que c'est une norme sociale en Asie de mettre un masque tout le temps pour aller faire l'épicerie, non, ce n'est pas une norme sociale, c'est faux. C'est faux. Et juste pour dire, parce que je sais, j'en parle tout le temps, là, ceux qui m'écoutent souvent vont être écœurés, mais je pense que c'est important de le mentionner. En mai 2020, il y a 1 an, j'étais sur une terrasse à Shanghai. Je veux dire, j'avais pas de masque. Il n'y a personne qui portait un masque. Les gens étaient réunis sur une terrasse. Ils mangeaient ensemble avec leurs amis et tout. Je veux dire, mois de juin, moi, je portais plus de masque. Puis la plupart des gens non plus. Là. C'était redevenu la normale, la vraie normale. Donc là, quand on vous dit, c'est partout. C'est ça, mais dans le Journal de Montréal, ils sont des milliers tout collés, pas de masque, dans un gros parc aquatique. Ouais. Et comme, attends, les Asiatiques, là, t'as du B, ils portent tous des masques. Où ça? Puis en plus qu'à la base, les Asiatiques, ils ont un côté beaucoup plus docile que nous. On est plus, historiquement, plus résistants dans le sang. Mais peut-être que, Julie, tu l'as remarqué, là, j'ai passé plusieurs années aussi en Asie. Je crois que c'est en eux le respecter l'autorité. Ils ont plus ça que nous. Là. Nous, on a des petits moutons noirs révoltés. Ben, ça dépend. Tu vois, moi, les Chinois, comment j'ai vu ça, c'est que les Chinois, ils respectent pas les règlements. Tu sais, je veux dire. Non, ils peuvent pas aller manifester dans la rue, c'est clair, ça, ils savent. Ils peuvent pas critiquer ouvertement le gouvernement de Pékin, mais ils peuvent critiquer les gouvernements locaux. Ça, ils peuvent le faire, c'est permis. Et ils se permettent de ne pas respecter un paquet de règles. Par exemple, moi, ça m'avait frappé. La première fois que je suis allée dans un musée, une grosse affiche qui dit pas de photos. Puis tu rentres dans le musée, puis c'est plein de monde qui prennent des photos. Tu sais, je veux dire, ils sont délinquants. Mais c'est ça, mais écoute, puis j'ai demandé à la fille, je dis, c'est bizarre, la Chinoise qui est avec moi, je dis, c'est bizarre, hein, il y a une grosse photo, tu sais, pas de photo, puis tout le monde prend les photos. Puis elle me dit, elle dit, les Chinois, ils aiment ça pour respecter les règles. Donc, on a utilisé la docilité. On a utilisé ça, la comparaison avec la docilité, je vous en parle parce qu'en Suède, on a dit la même chose. Si en Suède, ça se passe différemment, c'est parce qu'ils sont dociles.
Puis la même chose pour moi, Julie, j'étais à l'aéroport, c'est une grande affiche marquée, ben portez un masque. Il n'y a personne qui porte de masque là-bas. Et j'avais entendu le ministre de la Santé qui disait, ne portez pas de masque, c'est pas bon pour la santé. Si vous êtes malade, restez à la maison. Alors, on a fait croire que les gens étaient moins dociles au Québec. Et c'est ce qu'on a utilisé dans les médias en présentant des gens qui... Je me souviens d'un homme de 70 ans qui voulait faire son épicerie. Mon Dieu, que je trouvais que ça avait bien de l'allure, mais on disait à cause de lui, là, il faut mettre des règles pour tout le monde parce que des gens comme lui sont, tu sais, c'est des gens vulnérables, ils devraient rester à la maison. C'est complètement absurde. Donc, on a rentré des idées dans la tête des Québécois. Puis en choisissant avec qui on les compare. Tu sais, au début, ce qu'on disait sur les Suédois, mais eux autres, ils peuvent ne pas porter de masque parce qu'ils sont tellement plus intelligents, ils sont plus propres, ils savent mieux se laver les mains que nous. À quel point? Mais est-ce qu'il y avait d'autres mensonges par rapport à la Suède? Ah ben oui, moi, comme toi, là, Julie, j'étais là pendant la pandémie. Et ce que je lisais dans les journaux québécois sur la Suède, c'était pas ça qui se passait, là. Vraiment, ce qui était le mot d'ordre, c'était, ben, on vous suggère... D'ailleurs, c'est une approche tellement différente du Québec. Il y avait un caring de la part du gouvernement pour dire, ben, si vous voulez rester en santé, essayez de respecter les mêmes mesures qu'on nous disait ici. La grande différence, c'est qu'il n'y avait pas de police. Jamais, c'est la police qui fait peur ici. C'est la coercition. J'ai jamais compris, moi, le lien entre la prévention, aplatir la courbe, là, puis éviter que notre système de santé ne soit pas engorgé, et la coercition. Pour moi, c'est de la prévention. On aurait dit aux gens, on essaye de faire ce qu'on peut, puis ça ne marche pas, ben, on va prendre d'autres moyens. Alors, en Suède, il s'est passé... Non, encore maintenant, j'ai regardé parce que je me prépare à repartir là-bas, là, ce n'est que des recommandations. Alors, on recommande la quarantaine, on recommande de faire des tests, mais comprenez ce que ça veut dire, recommander, c'est tu as le choix de le faire. Si ça t'inquiète, tu le fais. Si ça ne t'inquiète pas, tu ne le fais pas. Et je viens juste de voir un reportage sur la Suède. Elle se porte beaucoup mieux qu'au Québec, c'est clair. C'est sûr, voyons donc. Mais selon vous, pourquoi c'est si sévère au Québec? Pourquoi c'est pire au Québec? Est-ce que parce que Big Pharma a plus de pouvoir ici? Oui, Mel, vas-y donc. Parce que, tu sais, je sais que par rapport à la naturopathie, ça fait longtemps que j'ai remarqué que le lobby pharmaceutique est très puissant au Québec, puisqu'on ne peut pas être docteur en naturopathie, puis on n'est pas reconnu non plus. Tu es pratiquement un charlatan là, au Québec, là, alors que tu peux être docteur aux États-Unis, là, docteur en naturopathie. C'est aberrant. Là. Il y a quelque chose qui se passe par rapport au Québec, c'est sûr. Mais moi, ce que je trouve inquiétant, c'est les gens qui disent qu'ils s'en vont du Québec. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Là. Je pense que la France et le Québec, c'est des piliers de résistance. OK? On résiste là, comme personne d'autre au Canada, comme personne d'autre au monde. On est au front en maudit. Le reste, là, peut attendre parce que le focus doit être mis à détruire la résistance, qui est le Québec et la France. Un coup que nous, on tombe, si on tombe, là, le reste, une joke, là. Le reste va s'aplatir comme la courbe d'une shot, tu sais. Fait que je pense que ceux qui disent « moi, je m'en vais vivre en Floride ou j'immigre ailleurs », c'est parce que si quand nous, on va tomber, il n'y en a plus de porte de sortie. Ça va être partout pareil. Fait que nous, on est les piliers de la résistance, il faut le comprendre, puis il faut continuer le combat. Si nous, on s'écrase, il n'y en a plus de combat, c'est fini, on gagne. Guy a dit la même chose que toi. Oui, moi, j'ai envie de renchérir pour avoir étudié l'histoire occultée, les filles. Il y a définitivement, la France, ça a été la deuxième terre sainte pendant très longtemps. Et je suis en train de lire un livre vraiment intéressant qui parle des Templiers qui sont partis de la France avec les reliques sacrées et qui sont venus les installer ici au Québec. Fait que si vous avez envie de suivre ça un peu plus profondément, on parle de Jérusalem, de la France et du Québec. C'est qui l'auteur du livre? C'est Francine Bernier. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça retrace quand les Templiers ont quitté la France, il y a beaucoup de traces des Templiers qui sont au Québec et des reliques qui auraient amené ici la création de Ville-Marie aussi. Et ces reliques-là sont vraiment pas anodines depuis l'Égypte ancienne, la Deuxième Guerre mondiale, Hitler ont cherché ces reliques-là. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose sur la terre du Québec qui... il y a définitivement un gros enjeu. On est l'État-nation en Amérique du Nord. On est ce qui se rapproche le plus de l'État-nation avec notre culture unique, notre langue.
Bien sûr qu'on veut détruire ça. C'est ça qu'ils font depuis toujours, détruire les cultures qui ont un rayonnement unique. Alors oui, tenons notre bout, tenons notre flambeau et soyons souverains, hein. Tu sais, je me souverain, là, c'est le temps, là. J'ai-tu envie, moi, d'être muselée à journée longue, d'être fière, puis de me dire, yeah, je suis muselée, je respecte mes citoyens. Legit. Et moi, là, j'ai envie de m'exprimer librement dans la vie, puis je veux être fière de l'être, puis je veux m'enrichir de ce que les autres ont à dire, de ce que les autres portent. Alors, continuons de porter ce flambeau-là, c'est vraiment important. Super. Lucie, là-dessus, toi qui veux t'en aller? Ouais. Ah, si vous saviez comment je me sens tiraillée, mais c'est sûr que j'ai une maison qui attend là-bas. C'est certain que je vais continuer à travailler. Là, je l'avais dit en revenant au Québec, je voulais agir concrètement. C'est ce que je fais, je pense que j'ai fait ça. Puis je vais continuer et revenir, c'est certain. Je ne sais pas pourquoi Québec. Je vois en fait le fait d'être là-bas, je vois qu'il y a vraiment des endroits ciblés, pas seulement le Québec, la France, mais aussi l'Australie, l'Afrique du Sud. Vous avez vu ça. Alors, je ne sais pas, j'ai de la misère à comprendre, mais je pense qu'il y a une réalité très complexe autour de cette fausse pandémie qui est seulement une excuse pour instaurer quelque chose de l'ordre d'une gouvernance mondiale. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est ça. Moi, je suis autant, déçue, triste des gens qui sont décédés, qui ont été désespérés, démoralisés, en colère, mais émerveillée devant l'éveil qui se passe. Quand je vous vois, je vous regarde, et que vous êtes belle, et qu'il y a des belles personnes qui là sont réveillées, puis qu'il y en a d'autres qui sont en processus de comprendre ce qui se passe. Et quand on comprend, on ne peut plus jamais revenir en arrière. Exactement. Jamais. Exactement. C'est à ça qu'on travaille. Ouais, ouais. Tu sais, le Great Reset, là, nous autres, on est les enfants du Great Unplug. Du Great Unplug, oui. Coupe le câble! Quand on se bat, c'est certainement pas parce qu'on est égoïste. Puis, non. Les gens pensent qu'on milite parce qu'on est égoïste, on veut avoir nos droits et le droit de. On s'en fout un peu. On n'est pas tellement, nous 5 ici, touchés. Oui, on l'est, mais on est tous assez indépendants du point de vue de notre travail. On n'a pas à porter un masque toute la journée. On fait notre petit truc, on est passionné, on a le feu en dedans. Donc, nous, on n'est pas en dépression, là, ni l'une ni l'autre. On se bat pour les autres qui souffrent. Exactement. Qui, eux, ont apporté leur masque toute la journée. Les enfants qui doivent crever de chaleur dans les écoles avec un masque. Tous les employés qui vont devoir porter des masques tout l'été. Et qui en portent depuis un an, là. Absolument. Moi, je ne souffre pas des mesures personnellement. Je le dis souvent, je suis une solitaire, je fais mes petits trucs. Je me bats, je ne sais même pas pourquoi. Je le sens en dedans que je dois le faire. Ouais, non, mais c'est ça. Je ne souffre pas. Je ne suis pas égoïste parce que si j'étais égoïste, je dirais, je fais ma vie, je suis belle, puis mangez toute de la merde, tu sais. Exact. Moi, je pense que aussi il y a quelque chose qu'on a touché dans nos vies qui fait qu'on ne peut pas rester muette par rapport à ce qui se passe, tu sais. Moi aussi, là, je suis comme toi, là, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle anyway, tu sais. Mais il y a une intelligence dans la vie qui est tellement grandiose et belle que pour moi, c'est une insulte ce qui est en train de se passer. C'est une insulte de continuer à conditionner les gens à la médiocrité, alors qu'on a un potentiel en nous qui est immense, Je pense que quand on a goûté à ça, on ne peut pas rester les bras croisés. On a envie de prendre responsabilité puis de porter la voix de ça parce que c'est tellement grand, c'est tellement riche, c'est tellement beau et c'est accessible. Et c'est comme salutaire, tu sais. Quand tu touches à ça puis tu goûtes à ça dans ta vie, tu ne peux pas rester muet, tu ne peux pas te contenter de porter un masque. Tu as envie de te lever pour l'intelligence du vivant puis de la vie, puis de la propager parce que c'est grandiose, c'est en nous, c'est profondément indéfriché dans notre conscience collective, mais il y a un potentiel là de créer un monde qui est tellement grand, puis qui est tellement riche, et cette semence-là, elle est dans chacun de nous. Puis c'est en se rencontrant ensemble là-dedans qu'elle grandit. Puis ça, je nous souhaite ça à la nation québécoise, là, à 350 millions de milles à l'heure, là. Soyons fiers, soyons maîtres et soyons grands dans ce qu'on est réellement, tu sais.
Et soyons à la marche le 5 juin. C'est à quelle heure déjà? À 1h30 devant les bureaux de Santé Canada qui sont responsables de notre station. C'est au 200 René Lévesque Ouest. Et c'est quoi l'itinéraire? Hey, ça, c'est facile, on aime ça. C'est en ligne droite de Santé Canada jusqu'au Parc Jarry, 6 km sur Saint-Laurent. On invite les commerces à ouvrir leurs portes, mettre de la musique, sortir leur table, louer leurs toilettes, tu sais, animer la Maine de notre belle présence jusqu'au Parc Jarry. Puis s'il y en a que ça leur tente de nous attendre au Parc Jarry, ça va nous faire bien plaisir. Parce que là, au Parc Jarry, là, on invite les gens à prendre l'espace. Exactement. Et il n'y a pas de speech, hein? Non, parlons-nous entre nous, puis c'est important, tu sais, continuons de festoyer, hein. Moi, je pense que Lucie l'a dit tantôt, c'est une célébration, c'est une fête, l'ambiance, elle est festive, elle est pacifique, puis tout le monde s'ennuie de faire le party, fait que c'est l'occasion de le faire le 5 juin au Parc Jarry. Exactement. Yes, amenez vos tambours, on se fait des super pow-wow dans les marches depuis le mois de septembre ou en tout cas, whatever. Amenez vos tambours, amenez vos instruments de musique. On va célébrer ensemble. On a fait un appel aussi aux artistes de cirque, aux danseurs, hein, pour illustrer cette frontière-là. Mon corps, mon choix. Le corps, là, c'est pas une hostie de victime, là. C'est quelque chose d'extraordinaire qui porte la vie. Puis c'est capable de quelque chose de grandiose. Fait que les artistes avaient envie de vous costumer, de venir, les DJ. Là, on en a 3 ou peut-être 4 de confirmer. Si vous avez envie de participer, venez-vous-en aussi. Mais venez-vous-en célébrer, là. C'est assez, là. L'écran. Oui. On est limité. Non, là, c'est le temps, là. On est ensemble, on fait la fête, puis on envoie cette wave-là là, à des kilomètres à la ronde, là. On est maître de nous-mêmes, puis on le célèbre. Exact. Les terrasses vont être ouvertes, en plus. En plus. L'ambiance, ça va être le fun. Oui, vraiment. Donc, on invite les gens à aller à cette marche-là. Et aussi, n'oubliez pas, le 30 mai, il y a aussi une marche, pour un débat public. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, ben voilà. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. On vous souhaite une belle marche. Ben, ça me fait tellement plaisir. N'oubliez pas d'aller inscrire que vous participez aux 2 événements. Oui. Les liens sont dans la description de la vidéo. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Bye. À bientôt.